Le perfectionnisme n'a jamais été une qualité. En réalité, c'est un mécanisme de protection. Si tu crois ou si tu penses que tu es perfectionniste, cet épisode de podcast est pour toi parce qu'aujourd'hui, on va voir ensemble 10 signes qui montrent que tu es perfectionniste. Et bien évidemment, je vais te partager quelque chose qui va te permettre de pouvoir aller au-delà du perfectionnisme que tu as en ce moment dans ta vie ou bien qui te paralyse et qui t'empêche de passer à l'action. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Feu intérieur. Au moment où j'enregistre cet épisode, on est mi-novembre à peu près en 2025. Et peut-être que toi, tu l'écouteras en 2026 ou en 2052, je ne sais pas. Mais le but aujourd'hui est de te parler du perfectionnisme parce que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbé dans ma vie et que je voyais comme une qualité pendant longtemps, jusqu'à ce que je découvre que j'étudie le sujet pour me rendre compte que il n'y a pas de qualité en fait quand tu es perfectionniste. En réalité, c'est un mécanisme de protection. Et l'idée de ce podcast m'est venue parce que si tu me suis sur TikTok, William Angora, j'ai fait un live dans lequel j'ai parlé des 5 types de perfectionnistes. Et ce live-là a aidé plusieurs personnes parce qu'ils ont pu s'identifier dedans et voir les problèmes qu'ils avaient par rapport au perfectionnisme. Le but de cet épisode est de t'emmener un peu plus en profondeur. Si tu me regardes sur YouTube, ben, peut-être que tu me vois. Si tu m'écoutes en podcast, ben, écoute, dans les deux cas, ça va être vraiment utile pour toi. Donc, au cas où tu ne le sais pas, je démarre maintenant les podcasts en vidéo parce qu'en fait, j'enregistre en même temps et l'audio, je le remets aussi sur le podcast. Comme ça fait une pierre deux coups et ça permet à toutes les audiences de pouvoir avoir de la valeur, peu importe là où je suis. J'ai préparé un guide gratuit pour toi qui s'appelle Les 5 types de perfectionnistes. Donc, dans ce guide qui est gratuit, qui est offert, je t'ai présenté comment est-ce que tu peux reconnaître les différents types de perfectionnistes. Tu le télécharges dans la description de cette vidéo YouTube ou dans la description de cet épisode de podcast si jamais tu écoutes en audio. Ça sera le premier lien que tu verras dans la description de l'épisode. Donc, le perfectionnisme est un sujet important dans ta transformation intérieure, dans ta transformation personnelle, parce que tu es quelqu'un qui a de la valeur. Je vais déjà commencer par ça. Peu importe ton passé, peu importe ton vécu, peu importe ton histoire, tu es quelqu'un qui a de la valeur. La vie ou les circonstances de la vie ont fait que peut-être que tu n'y crois pas ou peut-être que tu n'y crois plus, mais c'est pas ça le plus important. N'en demeure que tu restes quelqu'un qui a de la valeur. Tu restes quelqu'un qui compte, quelqu'un qui est important, qui est importante. Et le perfectionnisme a plusieurs visages ou plusieurs voies qui font que tu n'oses pas passer à l'action. Dans les 5 types, j'en ai parlé dans mon live TikTok. Et parmi ces types-là, moi, dans un dans lequel je me suis beaucoup reconnu, c'est le performeur. Le performeur n'existe que par sa capacité à créer ou sa capacité à faire. Donc, contrairement à d'autres types de perfectionnistes qui ne vont peut-être pas jamais passer à l'action, le performeur va toujours passer à l'action, mais ne jamais célébrer ses victoires. C'est quelqu'un qui en veut toujours plus. C'est quelqu'un qui a soif de plus. C'est quelqu'un qui désire plus. C'est quelqu'un qui veut plus. C'est quelqu'un qui n'existe que par la performance et rien d'autre. Il y a plusieurs raisons à cela. De toutes les façons, on est sur le podcast. J'aurai le temps de te détailler en profondeur pourquoi est-ce qu'on arrive à ces raisons-là. Donc, peut-être que tu écoutes ce podcast dans le matin, dans les transports, chez toi. Je veux que tu puisses l'écouter avec un peu plus de profondeur, même si tu es peut-être un peu occupé à côté. Je veux juste que quelques éléments de ce podcast-là puissent pénétrer en toi pour favoriser une réflexion profonde. Parce que c'est hyper important de le comprendre et de savoir que c'est par l'introspection, la réflexion profonde, pardon, que tu vas activer certains déclics en toi qui vont te permettre de passer à l'action. Le perfectionniste, en réalité, ne perfectionne rien parce qu'il ne commence jamais. Je répète, le perfectionniste ne perfectionne rien parce qu'il ne commence jamais. Le perfectionniste a beaucoup d'idées. Le perfectionniste a beaucoup de projets. Le perfectionniste a une vision. Le perfectionniste a peut-être des enjeux. Mais il ne va pas commencer parce qu'il y a plusieurs voix à l'intérieur de lui qui se lèvent lorsqu'il commence à vouloir passer à l'action, à vouloir oser. Et peut-être que tu es dans ce cas. Voilà pourquoi on va ensemble 10 signes qui montrent que tu es un perfectionniste. D'accord? C'est pas pour te coller une étiquette, bien évidemment, non. C'est pour que tu puisses te reconnaître, te réaligner et commencer ton travail de guérison intérieure, ton travail de transformation personnelle. Le premier signe, c'est que tu repousses souvent le moment d'agir. Le perfectionniste attend toujours le moment parfait. Là, je prends un exemple. On est en train de filmer, je suis en train de filmer cet épisode de podcast. Le perfectionniste en moi, qu'est-ce qu'il aurait fait? Le perfectionniste en moi, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il n'aurait simplement pas filmé parce qu'il a peur de ce que les autres vont penser, il a peur de ce que les autres vont dire, il a peur de ce que les autres vont croire, il a peur de ce que les autres vont penser de son décor, de son truc, etc. Lorsque j'ai commencé la création de contenu, il y a 8 ans maintenant, en tout cas au moment où je tourne cet épisode, 9 ans, pardon, je regardais beaucoup de YouTubeurs, OK, qui faisaient de la vidéo. Donc, je regardais du Peter McKinnon, du Mati Apoya,
euh, Gérard, comment il s'appelle? Gérard Cardone, je sais plus. Bref, Gérald Undone, voilà. Il y avait plein de créateurs de contenu comme ça qui étaient très avancés dans la vidéo. Et moi, je débutais. Donc, qu'est-ce qui se passait? Vu que je n'avais pas la caméra 4K, vu que je n'avais pas l'objectif, vu que je n'avais pas le boîtier à 5 000, 6 000 euros, je m'empêchais de créer. Parce que je me disais toujours qu'il allait falloir plus. Même pour la lumière, c'est mon mentor William Jamen, en m'ayant appris la photo, qui m'a appris à comprendre que la lumière n'a pas besoin d'être compliquée. Là, tu peux ne pas le croire, mais je filme avec une ring light. Qui aurait cru que William Angora allait filmer avec une ring light, alors que j'ai une softbox avec une grille, une lumière professionnelle, encore plus professionnelle que celle-là. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui est le plus important? Et c'est là où j'ai un slogan pour les créateurs de contenu. Je dis que les vies, pardon, avant les vues. Et attendre le moment parfait, c'est typique de la majorité des perfectionnistes. Ils attendent et ils repoussent le moment d'agir. Le perfectionniste te dira toujours qu'il attend plus de clarté, etc. En réalité, il y a une peur derrière, c'est la peur de la critique des autres. C'est la peur du rejet des autres. C'est la peur de ce que les autres vont penser de moi si jamais j'ose passer à l'action. Donc, c'est quelqu'un qui peut être très créatif sur le papier. C'est quelqu'un qui peut avoir de bonnes idées. Mais c'est quelqu'un qui peut ne jamais passer à l'action parce que il ou elle va toujours trouver une raison de ne pas passer à l'action malgré tout. Pour un perfectionniste, rien n'est jamais assez. Et les gens confondent malheureusement le perfectionnisme avec l'exigence. L'exigence, c'est quelque chose de normal, ou l'excellence, si tu préfères. Je veux que les choses soient bien faites, que les choses soient faites avec un certain niveau de qualité. Mais même ça, je suis désolé, c'est subjectif. Il y a des gens pour qui quelque chose sera excellent, et il y a d'autres, en fonction de leur niveau d'excellence ou de médiocrité, vont juger que ça, ce n'est pas excellent. Donc, on reste quand même dans la subjectivité, c'est-à-dire que ça dépend uniquement de toi et de ta perception. On peut peut-être dire de l'objectivité quand tu prends un peu ce que la société pense ou croit de l'excellence, mais de façon globale, l'excellence, elle est subjective. Donc, c'est compliqué, à mon avis, d'essayer de faire des choses pour, un, des gens qui ne t'aiment pas, deux, des gens qui ne comprennent pas ce que tu fais, et tu attends un jugement de leur part. Parce qu'en réalité, c'est ça. C'est la peur du jugement, la peur de rendre visible ce que tu as fait qui te paralyse et qui te fait croire que tu dois toujours attendre le moment parfait. Pourtant, quand moi j'ai commencé la vidéo sur ma chaîne YouTube William Angora, créateur authentique, tu pourras les regarder quand tu as du temps. Mes premières vidéos d'il y a 8 ans, je crois, sont toujours là. Et donc, c'était avec une caméra, enfin, c'était avec un appareil photo qui n'était pas spécialisé pour la caméra que j'ai commencé mes premières vidéos. Mais en réalité, il faut toujours commencer quelque part. C'est en commençant que tu vas perfectionner, c'est en commençant que tu vas améliorer. Ce que tu ne commences pas, tu ne peux pas l'améliorer. En réalité, tout ce que tu sais sur le papier, lorsque tu vas te lancer, lorsque tu vas commencer, tu verras qu'il y a un travail beaucoup plus profond à faire. Ce n'est pas parce que tu as le plan parfait sur le papier que lorsque tu vas commencer, le plan sera parfait dans la réalité. Non. Dans la réalité, tu vas devoir dealer avec des gens, tu vas devoir dealer avec la météo peut-être, pardon, tu vas devoir dealer avec tes humeurs, avec les relations autour de toi. Donc, tant que tu ne commences pas, tu ne peux pas expérimenter ce que tu as mis sur le papier. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Donc, repousser le moment parfait, c'est un mécanisme de protection. Ce n'est pas quelque chose qui te permet d'avancer. Des fois aussi, tu peux repousser le moment par stratégie. Je peux comprendre. Tu n'as pas encore reçu ton stock, tu voulais faire un lancement de produit. Là, à ce moment-là, si tu lances le produit sans avoir le stock et que tu sais que tu vas gérer du SAV, etc., ça peut être une décision stratégique de reporter. Mais très souvent, le perfectionniste, lui, reporte juste parce qu'il a peur. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de stratégique dedans, c'est parce qu'il a peur. OK? Dans tous les cas, si tu es sur YouTube, par exemple, tu mettras les différents signes dans lesquels tu te reconnais. Si tu es sur le podcast ou bien même sur TikTok, quand j'ai publié du contenu, tu me diras, ah, j'ai écouté ton épisode sur les 10 signes pour reconnaître un perfectionniste. Voici ce dans quoi je me reconnais, etc., etc. OK? Ha. Deuxième élément, ça va peut-être te parler, mais tu refais sans cesse ce que tu as déjà terminé. Toi, tu es le correcteur, la correctrice éternelle, l'ajusteur, l'ajusteuse éternelle. Tu corriges, tu ajustes, tu as fini de faire le montage vidéo. Tu t'es dit, OK, en 2 heures, je finis de faire mon montage, mais tu vas toujours ajuster. En anglais, on appelle ça small tweaks, des petits ajustements encore et encore. Parce que tu es persuadé que ce que tu fais n'est jamais assez. Ce que tu fais n'est jamais assez bon. Ce que tu fais n'est jamais assez suffisant. Tu peux encore faire mieux. Sauf que le faire mieux dont tu parles, il se fera sur les autres itérations de ton produit, sur les autres itérations de ton document, sur les autres itérations de ton projet. Là, en ce moment, tu as besoin de passer au moins à l'étape 1. Mais tu as l'étape 0 depuis le début. L'étape 0, c'est ce qui commence dans ta tête. Mais depuis là, tu dois passer à l'étape 1. Tu dois passer à la version 1. Mieux vaut avoir une version 19 plutôt que d'avoir une version 0 qui n'est jamais sortie. Ouh!
Non, c'est fort. Mieux vaut avoir une version 19 plutôt qu'avoir une version 0 ou une qui n'a jamais bougé de là où elle a commencé. OK? Et ça, le perfectionniste, il maîtrise ce art-là. Il maîtrise ce art. L'art de corriger, de relire, d'ajuster, de chercher de nouvelles phrases. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Tu t'épuises. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Tu t'épuises. Encore une fois, derrière ce souci du détail, tu vas dire que tu as de l'exigence, tu vas dire que tu as de l'excellence, mais la peur profonde, c'est la peur d'être jugé. Tu veux que tout soit impeccable pour que les autres ressentent ton authenticité. Alors que ce que tu as déjà fait est déjà parfait. Ce que tu as déjà fait est déjà excellent. Ça peut être une qualité au début parce que ça t'amène à des standards élevés et ça te permet de produire des choses qui ont un standard élevé. Mais il y a une règle que moi je veux te partager, c'est la règle du 8 sur 10. 8 sur 10 est suffisamment bon pour lancer ton projet. Toi, en tant que perfectionniste, qu'est-ce qui se passe? Tu vises du 11 sur 10. Sauf que le 11 sur 10, déjà, il n'existe pas, ou bien il existe dans des cas très rares. Et même dans ces cas rares-là, tu dois quand même repartir de 0 sur 10 après. Et le 11 sur 10 n'est pas quelque chose qui te fait évoluer. Parce que, ok, tu l'as une fois, ce 11 sur 10, mais la vie, c'est une succession de, entre guillemets, notation. C'est une succession de A, B, C, D, E, c'est une succession de 1 sur 10, 1 sur 20, etc. C'est une succession de version 1, version 2, version 3. Donc, le fait d'être toujours dans les petits ajustements, d'être toujours dans les petits ajustements est quelque chose qui va te coûter, est quelque chose qui va t'épuiser, est quelque chose qui va ruiner parfois même ta santé mentale. Ça peut créer la confusion à l'intérieur de toi et ça peut accabler ton estime de soi. Ça peut te faire prendre conscience que, ou bien t'emmener dans une dynamique où tu considères que tu n'en vaux pas beaucoup plus la peine que ça. Et en réalité, cette faible estime de soi se retranscrit dans ton contenu, se retranscrit dans tes produits, se retranscrit dans tes services. Parce que tu es toujours en train de chercher à faire plus, de chercher à faire mieux, alors que ce que tu as déjà est suffisamment bon pour être lancé, pour générer du revenu, pour impacter des gens, pour apporter de la valeur aux autres. Hmm. Mais ce deuxième élément-là, cette deuxième raison-là, t'épuise. Troisième signe, tu as du mal à déléguer. Oui, je te reconnais. Je te vois un peu sourire là. Coach, comment tu m'as démasqué? William, comment tu m'as démasqué? Eh ben oui, tu as du mal à déléguer. Tu te dis que si ce n'est pas toi qui fais, ça ne sera jamais bien fait. Ça, ce n'est pas du leadership, ce n'est pas de l'excellence, ça s'appelle du contrôle. En réalité, tu as peur de ne plus être indispensable. Tu as peur de manquer de reconnaissance. Quand tu délègues, et il y a deux écoles. Il y a déléguer parce que tu veux déléguer une charge et que ça t'épuise. Et il y a déléguer parce qu'il y a des gens qui feront mieux que toi ce que tu veux faire. Toi, tu n'es pas designer, hein? Tu n'es pas développeur, développeuse. Mais tu veux faire ton site internet toi-même, c'est très bien. Mais tu vas perdre beaucoup plus de temps à apprendre comment faire un site plutôt que de déléguer à quelqu'un qui sait faire ce site internet-là. En plus, aujourd'hui, avec l'IA, tu peux sortir des sites incroyables en quelques heures. Moi, j'ai simulé la version de mon site internet en 3 heures avec un outil qui s'appelle Framer. Voilà, parce que j'ai reçu des devis. Vraiment, les gars se sont dit, ah, on va se régaler sur lui. Je me suis dit, OK, je vais essayer de voir, vu que j'ai bossé en agence, je sais comment ça se passe au niveau des sites Internet, je connais les wireframes, le cahier de charges, etc., les livrables, les web design. Je me suis dit, OK, ça, ces éléments-là, je connais les termes. Je sais à peu près combien ça coûte parce que j'ai vu les devis qu'on faisait en agence. OK? Et on va dire, le site le plus cher que moi j'ai eu à voir, c'était 75 000 euros. Et ce site-là, honnêtement, je pense qu'il valait peut-être jusqu'à 50 000, 60 000 au-delà. Je pense que, bon, voilà, l'argent s'était un peu lâché. Mais ces 75 000 euros, ils ont été investis par le client. Parce que pour lui, c'était nécessaire de mettre 75 000 euros dans un type de site comme ça. Mais pour le commun des mortels comme toi et moi, pour un site vitrine, on va pas te demander 10 000 euros pour un site vitrine. Tu vois? Et donc, en réalité, la volonté de ne pas déléguer est un piège pour toi-même. Là, en ce moment, je filme l'épisode de podcast sur YouTube, mais je ne vais pas faire un montage de fou. Je vais couper l'intro, je vais couper l'outro, je vais couper deux, trois petites parties dedans et c'est fini. Mais il y a des gens qui savent faire du montage mieux que moi. Oui, ça fait 8 ans, 9 ans, je crée du contenu vidéo, je sais faire du montage, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus excellents que moi dans ce domaine. Il y a des gens qui savent retranscrire exactement ce que je fais retranscrire comme émotion, comme détail, comme profondeur mieux que moi. Donc, en réalité, tu ne délègues pas parce que peut-être tu n'as pas de sous, ça peut arriver.
Tu ne délègues pas parce que tu as peur. C'est du contrôle que tu recherches. En réalité, ne pas déléguer aussi t'épuise. Déjà parce que tu portes le poids, la charge de ta propre vie, et tu vas aussi porter le poids et la charge de la vie des autres. Parce que vu que tu es monsieur et madame la sauveuse, ou le monsieur le sauveur, madame la sauveuse, les gens vont continuer de te donner du poids. Parce que toi, tu aimes bien ça. Tu vis en fonction du poids que les autres te mettent sur les épaules. Hmm? Et tu ne te rends pas compte que c'est en train de t'épuiser. Tu ne te rends pas compte que c'est en train de te fatiguer. Mais la balle est dans ton camp. C'est toi qui peux décider de faire les choses différemment à partir d'aujourd'hui, mais personne ne va décider à ta place parce que une phrase que j'aime dire, personne ne viendra te sauver. Tu te sens épuisé parce que tu n'arrives pas à tout faire en même temps. Mais et si tu déléguais? Et si tu déléguais tes miniatures? Et si tu déléguais la couverture de ton livre? Et si tu déléguais même une partie à l'IA pour faire tes présentations? Moi, je ne suis pas à point depuis je ne sais pas combien de temps. Il y a Gamma App qui existe. Je me suis cassé la tête à faire la présentation. Je n'ai pas encore passé 7 heures sur PowerPoint. Non, je vais sur le Gamma App, il me crée ma présentation en 2 minutes. Aujourd'hui, tu n'as pas de raison de ne pas déléguer parce que même à faible coût, à bas coût, tu peux déléguer certaines tâches avec l'intelligence artificielle au minimum et avec des freelances ou des personnes qui ne sont pas forcément en Europe. Il y en a qui sont en Afrique qui font du très bon travail, mais pour peut-être 50%, 40% moins cher que des gens qui seront en Europe. Mais la balle est dans ton camp. Quatrième signe, tu vis mal tes erreurs. Pour toi, une erreur, c'est une atteinte à ta propre estime personnelle. Quand tu fais des erreurs, quand tu échoues, pour toi, c'est que tu as une erreur, c'est que tu as un échec. Tu te sens nul, tu culpabilises, tu as honte. Est-ce que tu te reconnais dedans? Si tu te reconnais et que je suis sur YouTube, il faut le mettre. Le quatrième signe, c'est que tu as du mal à accepter que toi, tu puisses faire des erreurs. Mais tu es qui et puis tu ne vas pas faire d'erreurs? Toi et moi, nous sommes des êtres humains. Nous allons faire des erreurs. Nous faisons des erreurs. Nous avons fait des erreurs et ça fait partie de l'expérience humaine. Les erreurs ne te définissent pas. Les erreurs te donnent des informations sur ce que tu aurais pu optimiser, ce que tu aurais pu améliorer, ce que tu aurais pu faire différemment. Tu as échoué puis après. Tu n'as pas réussi puis après. Ça ne fait pas de toi une MERDE. Hmm? Bon, je pense que oui, je suis à 17 minutes, je peux le dire ce mot-là. Ça ne fait pas de toi une merde. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'est pas utile. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'a pas de valeur. Non, non. Et parfois, tu n'as pas honte d'avoir échoué en réalité. Tu as honte de ne pas avoir été parfait, parfaite. Et cette voix-là vient aussi parfois de la voix des parents, hein? La voix de notre passé, hein? La voix des oncles et des tantes, la voix des éducateurs quand on était plus petit, la voix des professeurs quand on était plus petit, la voix de certains ex, ou même peut-être de ton mari, de ta femme en ce moment, la voix de certains amis. En réalité, tu n'as pas un problème d'exigence ou d'excellence. Non, tu as un problème de tendresse et de bienveillance vis-à-vis de toi-même. Quand tu ne réussis pas quelque chose, essaie de te parler comme à ton meilleur ami. Ton meilleur ami, quand il ne réussit pas, je sais que tu es le premier, la première à l'encourager. Non, mais tu vas aller, ce n'est pas grave, tu as échoué, c'est pas grave, tout le monde échoue et tout. Mais fais-le pour toi-même. Parle-toi avec bienveillance. Hmm? Moi, quand j'échoue, je me dis petit. Moi, j'aime m'appeler petit. C'est pas, ça me rassure, je pense. Je dis petit, t'inquiète. Tu vas y arriver, tu as échoué. Maintenant, la question que je me pose à chaque fois quand j'échoue, bien quand je ne réussis pas, mais qu'est-ce que ça m'a appris? Et mes échecs ont été mes meilleures leçons de vie. Si tu me vois aujourd'hui, c'est parce que j'ai beaucoup échoué. Si je peux coacher des gens, c'est parce que j'ai beaucoup échoué. Hmm? J'ai beaucoup échoué dans la gestion de mes émotions. J'ai beaucoup échoué dans plein de choses dans la vie. Mais c'est ça la beauté de la vie. Tant que tu as envie, tu peux apprendre. Tant que tu as envie, tu peux te relever. Tu n'es pas obligé de rester à terre. Tu n'es pas obligé de t'enfoncer 6 pieds sous terre. J'aime bien l'expression qu'on utilise souvent ici à Toulouse. J'ai une collègue qui utilise ça souvent. Lise, si jamais tu écoutes ce podcast, je ne sais pas par quelle magie, je te dédicace cette partie. Ne te mets pas la rate au courbouillon. En fait, ne te mets pas la rate au courbouillon, ça veut dire arrête de te prendre la tête. Ne te mets pas la pression. Tranquille. Qui existe sur cette terre qui n'a jamais échoué? Il n'y a personne. À partir du moment où tu es un être humain, l'échec et les erreurs feront partie de ton existence. Maintenant, c'est ta perception des échecs et des erreurs qui va impacter ce que tu vas recevoir de cette vie-là. Mais la balle est dans ton camp, tout simplement. Et donc, cette quatrième erreur est liée avec la cinquième, c'est que tu lis ton estime de soi à tes résultats.
J'ai de la valeur si j'arrive à faire. J'ai de la valeur si j'arrive à être parfait, parfaite. J'ai de la valeur si j'arrive à faire plus, si j'arrive à faire mieux, si j'arrive à faire 10 fois plus que les autres. Et ça, je peux le voir souvent avec les femmes. Dans les coachings, il y a des femmes qui viennent. Je parle beaucoup avec des gens, j'échange beaucoup avec des gens. Les femmes ont parfois ce problème-là. Parce que les femmes ont plusieurs challenges dans leur vie. Et elles vont devoir se retrouver à prouver à chaque fois qu'elles ont de la valeur, qu'elles peuvent, qu'on peut compter sur elles, etc. Donc tu vas te mettre à bosser 15 fois plus que les autres. Quand tu réussis, tu te dis waouh, ok. Et ça, c'est si encore tu arrives à reconnaître tes réussites. Sinon, la plupart du temps, quand tu échoues, tu doutes de toi-même. Tu mets ton estime dans ton bulletin de notes. Tu mets ton estime de soi dans les compliments, les appréciations de ton patron, dans ton entretien annuel individuel. Quand on te dit l'entretien annuel s'est bien passé, on te dit, OK, axe d'amélioration. Toi, pour toi, si tu as un axe d'amélioration, c'est que tu es nul, c'est que tu n'es pas parfait, parfaite. Non, non. Tu as de la valeur simplement parce que tu existes. Que tu fasses ou pas, tu as quand même de la valeur. Tu as de la valeur parce que tu existes. Je répète, que tu fasses ou pas, tu as de la valeur et tu auras toujours de la valeur. Si tu es sur YouTube et que tu arrives à ce moment, tu mets en commentaire, j'ai de la valeur parce que j'existe. OK? Sixième chose, ça vient avec le fait que tu as du mal à déléguer. Tu veux que tout soit sous ton contrôle. Toi, quand il y a du désordre, il y a de l'attente, il y a un imprévu, tu es tendu. Les nerfs sont tendus. Hein? Tu es tendu de partout. Parce qu'en fait, les imprévus révèlent quelque chose. C'est que si tu ne contrôles pas, alors tout va s'écrouler. Parfois, c'est quand tu as grandi dans un environnement chaotique. C'est quand tu as grandi avec des parents qui étaient parfois imprévisibles. Donc, tu développes ce besoin de contrôle-là parce que tu te dis que c'est seulement lorsque je contrôle les choses que ça peut fonctionner. Certaines fois, ça t'a confirmé que c'était vrai, mais tu souffres de ça parce que tu te rends compte que tu ne peux pas tout contrôler partout. Encore moins les êtres humains, encore moins les personnes. Donc, les imprévus, les déceptions, les attentes, c'est quelque chose qui t'épuise incroyablement. Parce que si on ne répond pas à tes besoins, à tes attentes, mais tu te sens totalement perdu, tu te sens totalement dans un moment de chaos. Tu as l'impression de ne plus pouvoir exister. Je sais que tu te reconnais dedans. Septième élément, vu que tu as besoin de contrôle, qu'est-ce que tu vas faire? Septième signe qui montre que tu es perfectionniste. Tu vas éviter ce que tu ne maîtrises pas. Tu préfères ne rien faire plutôt que de mal faire. Oui, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, et je sais ce que tu ressens. Tu préfères ne rien faire plutôt que de mal faire. Ça, c'était moi à mes débuts en création de contenu. Vu que je ne maîtrisais pas le logiciel de montage et que je ne maîtrisais pas suffisamment le tutoriel que je voulais expliquer, alors je ne le faisais pas. Comme ça, moi, si je ne fais pas, ok, au moins on ne va pas me voir. Et ça, par exemple, c'est un des types de perfectionnistes qui s'appelle l'évitant. L'évitant, c'est quelqu'un qui évite de faire des choses ou de passer à l'action parce qu'il sait que s'il passe à l'action ou s'il fait des choses, on va le juger. Et comme tu sais que tu ne maîtrises pas, tu ne connais pas le truc à la perfection, dans ce cas-là, tu ne fais rien. Ça se retrouve aussi dans le syndrome de l'imposteur parfois. OK? Mais souvent, c'est juste de la peur. Donc, le perfectionniste peut aussi porter le masque de la procrastination, peut aussi porter le fardeau de la procrastination ou du procrastinateur ou de la procrastinatrice. Et il y a un livre sur la procrastination que je peux te recommander qui s'appelle Le cerveau du procrastinateur de mon frère et coach Joseph Ndjomgang. Va juste taper sur Amazon Le cerveau du procrastinateur. Tu verras, il y a un livre qui a un cerveau dessus. Et il a écrit un livre bien détaillé dans lequel il explique qu'il y a 4 types de cerveau pour le procrastinateur. Il y a plusieurs types, mais il en a détaillé 4 récemment dans un live qu'on a fait ensemble. Et ce livre-là va t'aider à comprendre la procrastination, qui est liée à quelque chose de beaucoup plus profond. Lui, il est coach en neurosciences. Ça fait, il a étudié aux États-Unis, tout ça. Donc, il est très profond dans ce qu'il dit. Et il allie ça aussi avec une partie spirituelle et profonde. Donc, ça pourra t'aider. OK? Huitième signe, je te vois venir et c'est que tu vas te reconnaître. Pour finir avec le septième signe, pardon, j'ai écrit cette phrase en préparant ce podcast. Ce n'est pas la motivation qui te manque, c'est la permission d'essayer. Tu préfères ne rien faire plutôt que de mal faire parce que tu ne te donnes pas la permission d'essayer. Pour toi, essayer te fait trop peur parce que tu ne maîtrises pas, tu ne contrôles pas. Huitième signe, tu n'arrives pas à accepter les compliments.
Oh non, tu as réussi. Oh non, c'est rien. Oh non, c'est très beau. Ah non, tu trouves, je crois pas. Non, je peux faire mieux. Tu aimes te banaliser. Tu aimes minimiser tes réussites et tes succès parce que tu ne crois pas que c'est suffisamment bien. D'ailleurs, même parfois, tu crois qu'on te manque, on te dit que ce que tu as fait est bien. Parce que tu n'as pas été habitué à cette voix qui te dit que ce que tu fais est bien. Tu n'as pas été habitué à cette voix qui te dit que le truc que tu as pu sortir, le produit que tu as pu mettre aux yeux du monde entier est un produit qui est incroyable. Donc, tu vas te laisser te minimiser et banaliser ce que tu fais. Je pense que tu te reconnais dedans. Si tu te reconnais dedans, mets-le moi en commentaire. En réalité, tu n'oses pas recevoir des compliments. Tu n'oses pas recevoir des compliments. Tu peux juste dire merci et ne pas te justifier. Tu n'es pas obligé de dire non, mais c'est à cause d'un tel. Non, mais je peux faire mieux. Non, on te dit que c'est très beau, que c'est très bien. Apprends à l'accepter. Ça va être, je pense, ton défi de cette semaine. Apprends à accepter les compliments qu'on te fait parce que, en tant que perfectionniste, tu arrives à sortir des choses qui sont incroyables, au-delà de la moyenne, des choses qui ne sont pas médiocres, des choses qui sont excellentes. Quand on va te dire que c'est très bien, tu peux dire oh merci, c'est très gentil. Merci, ça me touche. Merci, c'est valorisant. Je sais pas. Des mots comme ça. Mais tu n'as pas besoin de te justifier quand on te dit que ce que tu fais est bien. D'accord? Tu as du mal à te reposer sans culpabilité. Neuf, pardon. Tu t'excuses trop souvent. Voilà. Tu t'excuses parce que tu as peur de déranger les gens. S'excuser tout le temps, c'est s'effacer et c'est ne pas s'aimer. Tu t'excuses pour tout ou pour rien. Quelqu'un te cogne, mais tu lui dis excusez-moi. Quelqu'un te marche sur le pied, mais toi tu demandes pardon. Ça, c'est un signe aussi. Il est plus subtil et plus souvent, mais tu t'excuses tout le temps pour tout et pour rien. Parce qu'encore une fois, c'est aussi lié à ton estime personnelle et ton estime profonde. Ça, c'est un signe comme ça que je te donne. 10e signe, tu as du mal à te reposer sans culpabilité. Et ça, moi-même, je parle à William Angora. Hein? Moi encore, ça va. La culpabilité, elle est partie. Mais je suis encore au stade où j'ai encore du mal à juste me reposer pour me reposer, parce que j'ai le droit de me reposer. Pendant longtemps, j'avais l'impression que si je me reposais, ça veut dire que j'étais méchant. Ça veut dire que je n'avançais pas dans ma vie, dans ma destinée, tout ce que tu veux. Non, tu as le droit, tu mérites le repos. Tu mérites le repos. OK? Mais ta paix intérieure, elle ne se mérite pas, elle se pratique. Donc, tu as le droit de prendre des temps de repos et tu as le droit aussi de ne pas créer. Même si tu ne crées pas, tu as de la valeur. Même si tu ne crées pas, tu existes. Hmm? Tu es toujours sur un nouveau business, toujours sur un nouveau projet, toujours sur une nouvelle sortie d'un produit, toujours dans du nouveau contenu. Très bien, mais tu as le droit de ne pas créer aussi. Tu as le droit de juste exister, te poser, chiller tranquillement et puis d'avancer dans ta vie. Ça fait quoi? Ça ne fait rien. OK? Donc, tu as du mal à te reposer sans culpabilité. Peut-être que tu te reposes, mais il y a de la culpabilité derrière. OK? En réalité, tu as juste grandi avec la conception qu'il fallait être irréprochable. Il y a peut-être eu des événements dans ta vie qui ont fait que tu t'es dit, il faut que maintenant tout soit parfait. Et voilà pourquoi j'en ai parlé dans... J'ai créé un guide qui va t'aider, qui s'appelle Les 5 types de perfectionnistes et 7 étapes aux sorties du perfectionnisme. OK? Donc ce guide-là, il est dans ma description sur YouTube. Il est dans la description de cet épisode de podcast. C'est le premier lien normalement que tu vas voir. Ce guide-là, tu le prends et tu commences à travailler sur le perfectionnisme que tu as à l'intérieur de toi. Et dans les semaines à venir, je vais créer un pack complet qui s'appelle le pack Total Confiance en Soi, qui va t'aider à traiter tous ces problèmes-là. Confiance en soi, estime de soi, perfectionnisme, etc. Tous ces éléments-là sont liés. Donc le perfectionnisme est une porte d'entrée vers ta guérison intérieure, la confiance en soi aussi, etc. Mais je termine en te disant ceci qui est hyper important, c'est que, et ça rejoint ce que j'ai dit au départ, tu as de la valeur et tu es une personne qui compte. Ça peut être difficile à comprendre. Ça peut être difficile à croire. Ça peut être difficile de se dire, ah oui, moi aussi j'ai de la valeur. Moi aussi je suis quelqu'un d'important. Ton passé, tes traumatismes, peut-être la vie que tu as pu avoir avec tes parents, etc., ont joué un rôle important dans la conception que tu as de toi-même. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux que tu crois que tu n'es pas obligé d'être parfait pour exister. Ton existence est déjà parfaite. Ton existence est déjà un signe de perfection. Le divin, Dieu, je ne sais pas sur quoi tu crois, mais tu n'es pas issu de nulle part. Le divin, Dieu qui t'a créé, a considéré que par ta création, tu es suffisamment parfait, parfaite.
La vie, la société a fait en sorte que ben, tu puisses avoir une perception de toi qui est différente, mais ça reste une perception. Ce n'est pas la vérité, c'est une perception. Si tu n'étais pas parfait, tu ne serais pas né. Voilà. La perfection aussi, elle est subjective, elle est relative, et chaque individu, de par son unicité, de par sa singularité, est parfait. Parce qu'il n'y a jamais eu personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Il n'y aura jamais personne comme toi. Comment je le sais? Ton ADN le prouve. Tes empreintes digitales le prouvent. Donc, c'est hyper important que tu comprennes ces éléments-là parce que on a à l'aube de 2026 au moment où j'enregistre cet épisode. Personnellement, je ne crois pas que ce sont les années qui changent la vie des gens. Quelqu'un peut changer aujourd'hui, dès ce soir. Quelqu'un peut changer dans 6 mois. C'est chacun qui évolue à son rythme. Mais dans une période de fin d'année où les gens se mettent à faire leur bilan, se mettent à faire des introspections, je voulais vraiment que tu comprennes que tu as de la valeur. Et que peu importe ce que tes parents ont pu dire, peu importe ce que la société a pu dire, peu importe ce que toi-même tu as pu croire de toi, tu as de la valeur et ton existence est déjà suffisante pour croire que tu as de la valeur. OK? Donc, la semaine prochaine, on va continuer encore avec un autre épisode qui est dans la série des 8 semaines pour préparer l'année 2026. On va parler des pensées limitantes. On va parler des croyances limitantes, pardon. Comment ces croyances, ça t'empêche de pouvoir avancer et qu'est-ce que tu peux faire de façon pratique pour avancer par rapport à ces croyances limitantes-là. Donc, je te remercie pour ton temps. Je te remercie pour ce moment qu'on a passé ensemble. Je crois que ça fait à peu près 30 minutes cet épisode-là. Et on se dit à très vite sur TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, par email. Et je crois en ta transformation profonde. Partage cet épisode avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et laisse un avis 5 étoiles sur les plateformes de podcast, s'il te plaît, lorsque c'est possible, afin qu'il puisse être référencé à beaucoup plus de personnes. Prends soin de toi. Prends soin de la personne formidable et merveilleuse que tu es. Et moi, je te dis à très vite. Ciao.